Bonjour et bienvenue dans ce Tactica consacré aux mercenaires. Comment vont s'organiser les vidéos de ce Tactica? La première vidéo va concerner les généralités des mercenaires ainsi que les figurines non canines de l'armée. La deuxième vidéo va traiter des figurines canines ainsi que des mercenaires de Noël. Et la troisième vidéo, je vais avoir quelqu'un avec moi pour discuter combo, idées, combo, idées, bref, voilà. Comme pour les Sundar, donc, on va essayer de faire ça. Ça avait l'air de vous avoir plu, et donc du coup, on va réitérer l'expérience avec les mercenaires. Au niveau des généralités des mercenaires, vous avez la possibilité donc de piocher ces mercenaires, quelle que soit la bande que vous jouez. Si vous avez par exemple un manque d'une compétence ou un manque dans une caractéristique, comme la plupart du temps ce sera la dextérité, vous pouvez vous dire tiens je prendrais bien un mercenaire justement pour avoir un peu de dex, ou alors un mercenaire qui a une capacité spéciale qui vous plaît bien et qui vous permettrait de compenser une faiblesse que vous avez dans votre bande. Vous pouvez aller chez les mercenaires, il y a assez de profils différents pour vous permettre de choisir justement qu'est-ce qu'il vous faut précisément. Quand vous engagez un mercenaire, il n'y a pas de surcoût, ça c'est important aussi, et du coup vous les payez tel quel. Mais il faut bien vous rappeler que le mercenaire ne fait pas partie de votre bande principale, que certains effets de jeu ne ciblent que les figurines de la bande en question. Je pense notamment au sort Orenok surprise, qui ne peut cibler qu'un Orenok. Votre mercenaire n'est pas Orenok pour autant. Ça reste un mercenaire. Sauf s'il est marqué spécifiquement qui change, entre guillemets, d'allégeance au moment où vous l'achetez. Ça, on va en reparler quand on reparlera justement des mercenaires concernés. Également, comme ils sont mercenaires, ils ne bénéficient pas de certaines règles. Le soutien, par exemple, ils n'en donnent pas et n'en reçoivent pas, à moins que ce soit un autre mercenaire qui vienne l'aider. Il y a aussi quelque chose avec le moral, il y a plein de choses qui sont indiquées dans le livre de règles. Et donc n'oubliez pas ces petites règles-là, elles ont tendance à vite être oubliées. Je suis le premier à faire des petites erreurs à ce niveau-là. Mais du coup, il faut se rappeler que certaines choses ne fonctionnent pas avec les mercenaires si vous ne jouez pas une armée de mercenaires. En tant qu'armée à part entière, les mercenaires souffrent à mon avis de deux défauts. Le premier, c'est de ne pas avoir de magicien. Vous n'avez aucun magicien mercenaire actuellement. Avec les règles de contrat et d'alliance, vous pouvez évidemment en engager un d'une autre faction, mais c'est très cher et pas forcément toujours utile, à moins que vous vouliez vraiment ce sort-là bien précis. Mais je crois pas... Enfin, de mon point de vue, il n'y a pas de sort qui mérite de payer un magicien bien cher et ensuite de payer le sort pour quelque chose. Ça peut être intéressant, ça peut être marrant, ça peut être même surprenant pour vos adversaires de se retrouver justement avec une bande de mercenaires et Torquemada, dans le doute. Pourquoi pas? Mais c'est pas quelque chose qui va être à mon avis très souvent utilisé. De même qu'ils n'ont pas accès à de l'artillerie, et ça c'est un peu plus embêtant, puisque avec les colosses, l'artillerie est un des moyens les plus faciles pour gérer le colosse, puisque il n'a pas de... il ne fait pas de shiver, et du coup il prend les dégâts directs. Donc vous avez la possibilité de faire de gros dégâts avec les colosses et l'artillerie. Il y a bien sûr d'autres façons de gérer les colosses, que les mercenaires font très bien également, mais l'artillerie est un des moyens les plus faciles. À part ces deux défauts, je dirais, l'armée de mercenaires est une armée qui est extrêmement polyvalente, puisque beaucoup de leurs membres ont des capacités spéciales, ont des compétences ou des objets spéciaux qui font qu'ils sortent un petit peu du lot et qui vous permettront de gérer plein de trucs. Et d'avoir du soutien, du bourrin, des tireurs. C'est vraiment une armée qui est très complète. Et au premier abord, j'aurais dit... Enfin, avant de faire ce Tactica, j'avais pas vraiment envisagé l'armée de mercenaires comme étant une intégralité. Mais là, grâce aux sorties d'avril, entre autres, j'ai vu ça d'un œil tout à fait différent. Et il y a moyen de faire des choses qui sont très fortes, très compétitives également. L'armée de mercenaires, en fait, m'a réservé plein de surprises en y réfléchissant, et c'est très agréable de voir ça. On va commencer tout de suite par une petite analyse des profils des figurines non canines et non de Noël, et on va commencer par Mae, parce que si je commence pas par Mae, je vais me faire tabasser.
Et donc, cette fameuse Guenon, dont l'artwork a fait couler beaucoup d'encre, j'adore vraiment cet artwork, je ne le dirai jamais assez. 50 pièces d'or, on a Consti 3, Dextérité 6, Force 3, Mental 5, 5 de mouvement, 8 PA, 26 PV, le canif de poche, le spécial qui fait que si elle est recrutée par de Sundar, elle est considérée comme étant Sundar, ce qui veut dire qu'elle change son logo. Elle n'a plus le logo mercenaire, mais du coup elle a un logo Sundar à la place. Son équipement, le violon, qui est un équipement de campagne qui affecte le moral de mémoire. Donc du coup, si vous êtes d'accord avec votre groupe, vous pouvez l'utiliser dans des parties standards. Mais normalement, c'est un équipement de campagne. Alors, Mae, qu'est-ce qu'elle va apporter? Eh bien, elle va apporter surtout de la dextérité et du mouvement. Elle va apporter sa grosse dextérité qui sera utile pour certains objectifs de scénario qui dépendent de jets basés sur la dextérité. Et du coup, elle va amener ça dans les bandes dans lesquelles elle va se trouver, que ce soit une bande mercenaire ou une bande d'autres races. Elle va amener cette grosse dextérité. Ça va pouvoir être utile pour des races qui n'en ont pas forcément beaucoup. Je pense notamment aux Kintor qui sont souvent avec une dextérité plutôt faible. Elle va également amener, je vais dire, une figurine en plus, puisqu'elle ne coûte pas cher. Elle a un profil qui est très bon pour ses 50 pièces d'or. Et elle a surtout un canif qui va lui donner des opportunités pas mal. C'est-à-dire que le canif, pour un PA, vous attaquez, vous pouvez faire 4 attaques maximum par tour. Ça fera pas beaucoup de dégâts, par contre ça va faire cocher à votre adversaire des cases d'armure. Et ça, c'est pas négligeable, puisque n'ayant pas d'artillerie chez les mercenaires, là vous avez quelque chose qui peut entamer les armures adverses. Le canif lui permet également de crocheter sur 4+. Alors crocheter, c'est pas forcément toujours évident pour toutes les figurines. Là, vous avez une figurine qui ne fait pas de jet via les caractéristiques, donc qui n'est pas influencée par la perte des caractéristiques en question. Si elle est empoisonnée, par exemple, on s'en fout. C'est sur du 4+, vous touchez votre dé, et puis voilà. Elle peut feinter pour un PA. Les feintes, c'est 3 PA normalement. Ça lui permettra également de sortir... Alors vous avez une économie de PA, mais ça vous permettra de sortir d'un corps à corps mal engagé pour beaucoup moins cher qu'un désengagement et beaucoup moins risqué, puisque la feinte, c'est une attaque avec des caractéristiques qui ne sont pas la force. J'ai pas le bouquin sous les yeux en fait. Et du coup, vous pouvez feinter pour moins cher et avec plus de chances de succès, ce qui vous permettra de la garder en vie. Elle peut voler pour un PA, c'est une compétence qui est hyper utile en campagne. Ça vous permet d'amasser des pièces d'or que vous n'auriez pas normalement. Mais du coup, petit à petit, ça va vous faire un pécule supplémentaire qui ne sera pas... on va pas cracher dessus, quoi. Donc Mae est vraiment un atout hyper important. C'est une figurine que beaucoup de monde aime énormément. On peut... Mae, c'est un peu comme du sel, on peut en mettre partout, ça rehausse le goût de tout. Mais du coup, je pense que c'est un des mercenaires les plus appréciés de la gamme mercenaire. Et à juste titre, puisqu'elle apporte beaucoup d'avantages. Si vous n'appréciez pas vraiment le 3 dégâts de son canif de poche parce que ça ne tape pas assez fort, n'oubliez pas qu'on peut donner des coups de poing, des coups de pied et des coups de tête dans ce jeu. Et du coup, ces coups de pied font 4 dégâts. Ce qui... Je reste quand même sur le fait d'avoir un personnage de soutien qui va amener des 4 dégâts, qui va amener la possibilité de virer des cases d'armure, qui va amener la possibilité de crocheter, de feinter. C'est vraiment un mercenaire qui est hyper top. Pour son coût également, elle vaut presque rien. C'est un mercenaire 5 étoiles. Souvent dans mes compos, je pense à Mae pour rajouter justement un petit peu de dextérité. Moi j'aime énormément cette figurine, j'aime énormément son profil. On en mettrait presque partout. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que y a parfois d'autres choix qui s'imposent, mais en tout cas c'est jamais perdu d'y penser et de voir ce qu'elle peut apporter. Vous pouvez avoir plein de choses très bien avec elle. De même que si vous l'équipez un petit peu de cataplasme ou d'autres équipements, elle peut aller et venir justement avec son mouvement qui est quand même assez grand. Elle peut aller et venir pour justement appliquer un cataplasme ici, feinter pour se désengager, enfin pour sortir du corps à corps dans lequel elle aurait été prise par mégarde, ou même si vous avez un personnage qui a allonge, elle peut vraiment aller un peu partout avec pas mal de facilité. Beaucoup vont dire sa grosse dextérité mérite qu'elle ait une arme de tir.
Alors je dirais oui, effectivement, c'est assez agréable de se dire, la 6 de Dex, elle va vraiment tirer super bien. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'arme de tir de base, donc elle n'est pas familière avec ces armes-là, et elle va recharger pour 5 PA. Et ça va quand même lui amputer un bon potentiel de ses PA. Et je pense que c'est pas forcément la meilleure des idées. Une des idées qu'on pourrait avoir, c'est de lui mettre une arme avec une grosse cadence, enfin avec beaucoup de munitions, le pistolet à répétition, je crois, et la faire tirer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de mun et qu'elle doive recharger. Et là, éventuellement, regarder comment tourne la bataille pour se dire, est-ce que je vais mettre 5 PA pour une recharge ou est-ce que j'ai d'autres choses de mieux à faire? Ça, c'est si vous voulez vraiment lui mettre une arme de tir. Mais à bien réfléchir, je pense qu'elle a une meilleure utilité que de claquer 5 PA pour une recharge qui ne lui sera pas forcément utile. On passe à Dixon et il y a énormément de choses à dire sur ce personnage. Pour 54 pièces d'or, vous avez un profil qui, ma foi, accuse un peu son grand âge, on va dire ça comme ça. Puisque vous avez un profil qui est un peu moins bon pour un peu plus cher que ce que Mae propose actuellement. Vous avez un pistolet à silex, vous avez un sabre d'abordage, vous avez également la compétence crurale qui fait que quand Dixon fait une réussite critique lors d'une attaque de corps à corps, il ne fait pas de dégâts en plus, mais il empoisonne sa victime. Vous avez son spécial il n'a aucun malus pour nager. Depuis la sortie du livre saison 2, il a également la compétence créature amphibie, je crois. Et donc du coup, ça en fait un personnage qui aime l'eau. Par contre, son profil ne casse pas forcément des briques. On peut remarquer que la compétence crurale est une compétence biologiquement vraie, puisque les mâles ornithorynques adultes en période de reproduction possèdent un petit aiguillon sur les pattes arrière qui empoisonne leur... je ne vais pas dire leurs victimes parce qu'ils n'en ont pas d'utilité agressive de mémoire. Par contre, c'est pour de la défense. Et oui, avec TGCM, en plus d'apprendre à jouer à des jeux cool, on apprend la biologie et ça, c'est top. Donc voilà, pourquoi ce personnage est-il aussi intéressant, vous me direz? Tout simplement parce qu'il a des tonneaux. Donc c'est-à-dire qu'il a le choix entre 3 équipements supplémentaires qui ont un coût qui se rajoute au coup de Dixon, et qui font que Dixon est un très bon personnage de soutien. Et vous avez la possibilité, en plus, d'avoir de la versatilité, puisqu'il aura la possibilité d'adapter son tonneau en fonction de la bande que vous avez. Vous avez 3 tonneaux, donc. Le tonneau à poudre qui vous économise un PA quand vous rechargez une arme à feu, si vous le faites à moins de 4 brasses de Dixon. Le tonneau de rhum qui vous permet de rejeter un jet de morale raté à moins de 4 brasses de lui, et le tonneau à nourriture qui, quand vous êtes dans sa zone de contrôle, vous donne un viatique dans votre équipement. Enfin, vous êtes considéré comme ayant un viatique dans votre équipement. Et du coup, ça vous permettra de vous soigner. Alors, ces 3 tonneaux vont avoir évidemment des utilités extrêmement différentes. Le tonneau à poudre est excellent si vous avez une bande qui est basée sur des armes à feu. Notamment chez les mercenaires, c'est très intéressant puisqu'ils ont tous les tireurs ont pour la plupart des armes à feu. Le tonneau à nourriture est également très intéressant puisque chez les mercenaires, comme dit, vous n'avez pas de magicien pour faire des soins. Par contre, vous payez 6 pièces d'or pour avoir un viatique infini sur qui vous... Enfin, grosso modo, vous avez un viatique infini. Tant que vous n'êtes pas dans la zone de contrôle d'un de vos adversaires, vous pouvez vous soigner. Et le rhum, qui est à mon avis le moins intéressant, mais pas inutile pour autant, attention, qui permettra à une bande qui possède un moral un petit peu bas d'avoir des relances, justement, pour éviter d'être prostré et de finir hors de la table. L'avantage de ce type de configuration, c'est que vous pouvez vraiment sélectionner Dixon en sachant quel bonus vous allez donner à votre bande et de quelle façon il va pouvoir être utilisé. Le problème aussi, c'est que Dixon, il est un peu fragile. Donc, même si vous avez un tonneau bien badass, dont il bénéficie lui-même, vous avez la possibilité de booster Dixon avec la poudre, la nourriture ou le rhum, et ça c'est important de le préciser, eh bien il est assez fragile, il est lent, il n'a pas de bonus pour sortir d'un corps à corps, il n'a pas énormément de PV, il n'a pas d'armure. Ce qui en fait un briscard extrêmement fragile et dur à protéger. Il va falloir que vous arriviez à jouer de façon à ce qu'il survive
le plus longtemps possible. De même que ses dégâts ne sont pas folichons, il peut en faire, hein, c'est loin d'être mauvais, mais c'est pas un foudre de guerre, il est clairement pas là pour ça. J'aurais une petite tendance à dire que bon, tant qu'à faire, on lui remplace son pistolet à silex par un mousqueton qui fait un D10 plus 3 dégâts, et là le Dixon il va commencer à peser dans la balance. Ça va par contre faire de lui un briscard un peu plus cher, mais le mousqueton plus le tonneau à poudre, plus sa capacité à... Enfin, son 4 de dextérité qui n'est pas folichon, mais qui n'est pas dégueu non plus, c'est 8 PA, pardon, et surtout le fait qu'il va recharger du coup son mousqueton pour 2 PA, ça peut vraiment faire le taf, et ça peut en faire une espèce de tireur que vous tenez dans un coin, ou surélevé, et du coup il va vraiment faire des dégâts. Note importante, le tonneau n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas d'obligation à prendre Dixon avec un tonneau. Seulement dans ce cas-là, je pense qu'actuellement vous avez nettement meilleur pour le prix qu'il est. À moins que vous vouliez absolument jouer un ornithorynque, ce qui en soi est hyper cool, mais je pense que si vous voulez vraiment que Dixon, vous avez meilleur temps de... Enfin, c'est fluff, c'est fun ou quoi que ce soit, mais ça ne sera pas particulièrement rentable. Dixon est un excellent soutien, pour que ce soit pour une bande de mercenaires ou pour une bande autre. Par contre, il va vous falloir un petit peu de pratique pour justement essayer d'apprivoiser ce côté fragile. Et je vous donnerai bien plus de détails. Le problème, c'est que vous allez devoir jouer avec la table et que je ne vais pas pouvoir expliquer vraiment chaque table. Essayez de profiter un maximum des couverts. Dixon n'est pas très grand. Et du coup, il aura facilement la capacité de se cacher. N'oubliez pas que vous pouvez l'écranter si jamais il y a des tireurs en face. Vous pouvez essayer de lui mettre un garde du corps qui viendra s'occuper des figurines qui le chargent ou qui l'engagent. Il y a des petites techniques comme ça, mais sur une table de jeu, on sait que de toute façon, vous allez finir, entre guillemets, c'est pas automatique, mais c'est presque le cas, par un corps à corps à un moment ou à un autre. Et il a intérêt à être bien portant, le Dixon, pour éviter justement de se faire méchamment maraver ou de se faire ouvrir en deux au tour 3, parce que du coup, vous allez perdre les bonus qu'il vous donne et ce serait peut-être un petit peu du gâchis. On passe aux pingouins. Alors, les pingouins, c'est un... Comment dire ça? C'est 3 figurines en une. On va dire ça comme ça. Il y a Papou, l'empereur Humboldt. Le total des 3 pingouins, c'est 50 pièces d'or. Grosso modo, ils sont à peu près identiques. Je dis à peu près parce que tout n'est pas similaire. Donc, Papou a 3 de consti, 2 dans le reste. L'empereur a 3 de force, 2 dans le reste. Et Humboldt a 2 partout. Ils ont tous 6 PA. Ils ont tous 12 PV. Chacun a une spécificité au niveau de son arme. C'est-à-dire que Humboldt a la longe, plus l'assommage en cas de réussite critique. L'empereur possède le pistolet à silex, également un sabre d'abordage. Et Humboldt possède un dirk qu'il peut utiliser pour le lancer. Ils ont tous trois ils ont tous trois les mêmes capacités, c'est-à-dire glissade. Vous vous déplacez aléatoirement dans des 5 brasses pour 2 PA, ça permet de se désengager sans test. Quand ils sont tous les 3 sur le terrain, ils ont plus 1 PA. Et ils sont sans peur, ils ne testent pas leur morale en cas de blessure ou lorsqu'ils perdent un allié ou qu'ils se retrouvent tout seuls. Alors, grosso modo, les pingouins, c'est pas très fort. Au premier abord, on se dit, ils ont 2 partout. Ça a 12 PV, donc ça vole très vite. Ça bouge très peu. Ça a très peu de PA. Il ne faut pas oublier qu'ils sont 3. Et il y a quelque chose d'important, c'est que je n'en ai pas parlé juste avant, dans la capacité 2 fine équipe, il compte pour un unique briscard en termes d'effectifs. C'est-à-dire que pour 50 points, vous avez la possibilité d'engager 3 Gulus qui comptent pour 1. Et ça va vous apporter surtout un surnombre. Et ça, c'est important pour beaucoup de factions, puisque un certain nombre de factions ont des figurines relativement chères.
Et du coup, si vous décidez de jouer ces figurines, vous allez peut-être avoir un fort sous-nombre. Et les pingouins sont justement là pour compenser ce sous-nombre. Alors, la stratégie que vous pouvez adopter avec les pingouins, c'est d'abord les jouer eux pour voir justement qu'est-ce que l'adversaire va faire, qu'est-ce qu'il va tenter, et ensuite jouer vos figurines importantes pour justement cibler ce qu'il vous faut. Ça permet de temporiser dans une partie, ça permet de tendre des pièges même, puisque rien ne vous empêche, si vous êtes en surnombre, d'attendre le moment opportun, d'aller avec un de vos briscards, enfin une fois que votre adversaire a joué toutes ses figurines, d'aller avec un de vos briscards ceinturer une figurine de l'adversaire, et comme vous êtes en surnombre, il va peut-être vous rester une figurine ou deux, et ben vous pouvez aller poinçonner le briscard ceinturé qui ne pourra pas se défendre du tout. Ces pingouins sont là justement pour donner ce surnombre qui est très fort à briscard s'il est bien utilisé. En soi, ils sont pas dégueulasses. Je veux dire, j'ai fait des... Enfin, quand on a un pingouin qui fait quelque chose de normal pour un autre briscard, ça prend tout de suite des proportions épiques. Les figurines sont hyper cool pour ça, parce qu'elles retranscrivent justement hyper bien le côté pingouin, à la fois pas très fort, mais vicelard, malicieux. Ils sont quand même là, quoi. Et ils sont là jusqu'au bout. Ils testent jamais le moral, ils testent jamais, sauf si c'est précisé autrement. Mais... de façon générale, ils sont là jusqu'au bout. Les équiper d'équipements, à mon avis, c'est du gâchis, puisque vous allez du coup augmenter le coût de ces pingouins. Mais ça peut être une surprise. Le problème, c'est qu'il faudra les équiper d'équipements qui ne jouent pas avec des caractéristiques. Comme vous pouvez mettre un cataplasme par exemple ou un viatique, ça c'est tout à fait envisageable pour qu'il aille appliquer des soins sur une figurine. Ça peut être intéressant. Le problème qu'il y a, c'est que évidemment dès qu'ils vont se retrouver soit au corps à corps ou dès qu'ils vont se faire tirer dessus par un tir d'artillerie, ça va être un petit peu catastrophique. Il y a également quelques combos qui sont intéressantes avec les pingouins, c'est-à-dire que quand ils sont tous sur la table, ils ont un PA de plus. Et je vais revenir sur Sasquatch dans la vidéo d'après. Si vous jouez Sasquatch, vous avez encore un PA. À 8 PA le pingouin, ça commence à devenir vraiment intéressant et vous pouvez faire beaucoup de choses. La glissade est intéressante si vous êtes au corps à corps, mais au-delà de ça, il faut vraiment avoir de la chance sur votre jet de dés si vous voulez aller dans la bonne direction. Ils vont pas bouger beaucoup. C'est pourquoi Papou est intéressant puisqu'il a la longe et l'empereur aussi puisqu'il a une arme de tir. Humboldt n'est pas forcément très intéressant à ce niveau-là, parce que une fois qu'il a lancé son dirk, ça va être un peu compliqué pour lui de faire quoi que ce soit avec ses caractéristiques qui avoisinent le néant. Ça va être un petit peu difficile. Les pingouins peuvent également vous servir à tenir des objectifs, ou à éviter que certaines figurines ne viennent faire un objectif, puisque s'ils entrent dans la zone de contrôle d'un adversaire, ils ne peuvent pas réaliser cet objectif. Ça va pas ça va pas empêcher votre adversaire de vous mettre des tannés et de vous plier au bout de 2 attaques, mais il va quand même devoir dépenser des PA pour justement vous éliminer et vous tuer. Notion importante, si vous jouez les pingouins dans une bande autre que mercenaires, leur décès ne va pas provoquer de test de morale de la part de votre bande principale. Et du coup, ça peut être important, vous avez là 3 figurines pour pas cher qui sont entièrement sacrifiables. Si on additionne quand même le tout, vous avez une figurine à 50 points qui possède 18 PA, plus 3 si vous avez la totalité, donc ça fait 21 PA, et qui possède quand même la jolie somme de 36 PV. Donc pour en venir à bout, même si c'est pas compliqué, pour en venir à bout, vous avez quand même, votre adversaire va quand même devoir utiliser un certain nombre de points, parce que sinon il va se faire emmerder. Et rien n'empêche un pingouin de ceinturer. Sur un malentendu, vous faites un très bon jet de dés, ça peut passer, hein. Vous pouvez même ceinturer un colosse, ça peut être rigolo. Il va pas avoir beaucoup de mal à se déceinturer, mais en attendant, ça peut passer sur un malentendu. Vous avez moyen de faire quelque chose. Le surnombre et le soutien sont également importants pour eux si vous voulez les jouer de façon un peu plus agressive. Avec leur 2 de force ou leur 3 de force, vous n'allez pas non plus aller attaquer, je pense, tout seul un Kinak ou un Okanek, à moins qu'il ne vous reste que ça, ou n'importe quel colosse ou monture. Donc vous avez tout à fait la possibilité d'amener du soutien. Ça va vous donner un coup de main. Les dégâts ne sont pas folichons, mais ils sont quand même là. Et à force de cocher les cases, votre adversaire va quand même finir par céder. Donc ces pingouins, leur avantage principal, c'est d'amener un peu de surnombre ou de compenser un sous-nombre.
Pour le reste, vous avez des éléments tout à fait sacrifiables que vous pouvez envoyer n'importe où. Vous pouvez même prendre un pingouin et le balancer sur l'adversaire si vous avez plus d'autres munitions. Ça peut servir un peu à tout. C'est des figurines qui sont vraiment, vraiment très très cool. Je les vois très souvent sur des tables de jeu pour justement amener un peu de surnombre et compenser par exemple chez les Ichtiens le fait de jouer un Karkaros qui coûte quand même 200 points. Ça permet de compenser un petit peu les faiblesses du sous-nombre et de distraire un petit peu l'adversaire parce que même s'ils ne sont pas très forts, ils sont quand même là, ils sont quand même sur la table et ils sont capables de réaliser des objectifs d'occupation de zone. Sur un malentendu, vous pouvez faire un très bon jet de dés sur un jet de creuser ou d'analyser, de crocheter. Ils sont quand même là et il va quand même falloir s'en préoccuper, pas forcément en priorité, mais ils peuvent être une grande épine dans le pied de votre adversaire. Et du coup, c'est intéressant. On peut vraiment faire plein de choses avec ces pingouins. C'est assez difficile de dire tout ce qu'on peut faire puisqu'au final il y a 3 figurines qui ont des potentiels pas très élevés mais qui en ont et du coup je pense que vraiment se focaliser sur le fait qu'ils rajoutent des figurines à votre bande qui peuvent être sacrifiées sans gros problème, c'est déjà les points les plus importants que vous pouvez avoir avec ces pingouins. On va passer à Pakula pour 100 pièces d'or. Qu'est-ce qu'on a ? Alors déjà, vous avez la première et pour l'instant l'unique figurine possédant la règle vol. Et donc, constitue 4, dextérité 3, force 5, mental 3, 3 de mouvement quand il est au sol, 5 quand il est en vol, 8 PA, 24 points de vie. Coup de bec, il fait F dégâts. Il ne doit pas avoir de prisonnier pour effectuer cette attaque. La botte, c'est largage. Pakula peut larguer un prisonnier s'il est en vol. La victime doit réussir un jet de réception. Le battement d'aile, qui est une compétence vraiment, vraiment très forte. 2 PA, pas d'échec critique. Pakula repousse à 3 brasses de lui tous les briscards qui sont plus proches. Le battement d'aile ne génère pas d'effet de collision. Je vais directement expliquer qu'est-ce que le vol. Eh bien, qu'est-ce que prisonnier et vol. On va dire ça comme ça. Prisonnier. Pakula peut effectuer une action de ceinturer sur un briscard de constitution 5 maximum. Dans sa zone de contrôle, en cas de réussite, le briscard est emprisonné dans son bec. Pakula ne peut pas décoller et atterrir dans la même action de mouvement. Quand Pakula réussit un jet d'esquive, il peut choisir d'effectuer son mouvement gratuit au sol ou de passer en vol sur place. En vol, aucune zone de contrôle. Pakula est considéré à 4 brasses du sol. Si Pakula est mis hors de combat en vol, il chute d'un des 5 brasses dans sa direction du dé et provoque éventuellement des dégâts de collision sur sa trajectoire. Son prisonnier est automatiquement libéré après son jet de réception. Alors, qu'est-ce qu'on a avec justement ce Pakula ? Eh bien, Pakula est un personnage très intéressant puisque il va déjà vous permettre d'avoir du mouvement complètement inconnu ailleurs, c'est-à-dire ce mouvement de vol. Vous pouvez passer du coup par-dessus certains obstacles, vous pouvez entre guillemets escalader divers endroits. Il est toujours considéré à 4 brasses au-dessus du sol, au-dessus duquel il se trouve. Ça, c'est important de le mentionner. Ce qui est intéressant également avec Pakula, c'est que vous avez du coup la possibilité de franchir une ligne de défense créée par vos adversaires, ce qui va vous permettre de passer derrière. Son côté ceinturage un peu spécial, enfin l'histoire du ceinturage dans le bec, vous avez la possibilité, donc vous volez, vous posez à côté d'une figurine ennemie chiante. Souvent les chiants, c'est pas forcément ceux qui ont des grosses constites. Je sais pas, un tireur ou une bébé rotuma, un magicien. Vous le gobez, parce que vous pouvez le ceinturer, grosso modo le ceinturer c'est le gober, vous repartez en vol et vous allez le larguer quelque part. Alors, pour le largage, vous avez plusieurs choix. Soit vous le larguez dans un endroit potentiellement dangereux ou chiant, un terrain difficile ou un terrain qui fait des dégâts. En plus de devoir faire un jet de réception et de se prendre les dégâts de réception en cas d'échec, il va se retrouver dans une position un peu pénible. Soit vous le larguez sur une figurine ennemie, ce qui va occasionner des dégâts de collision, ce qui peut être très agréable pour faire plein de dégâts si jamais ils sont regroupés. Ou alors vous le larguez carrément à côté de vos figues à vous. Mettons que vous ayez en plus, je ne sais pas, un Socrate ou qui que ce soit dans votre bande. Vous allez chercher le petit magicien qui est chiant, vous le ceinturez, parce qu'il y a de fortes chances qu'avec son 5 de force, il arrive à ceinturer un magicien, un petit magicien, pas forcément un panda. Vous ramenez ce magicien de votre côté, vous le larguez, et en plus de se prendre les dégâts
justement de chute potentiellement, et ben il aura autour de lui que des ennemis qui vont pouvoir lui tomber sur le rab. Vous pouvez faire ça plein de fois, faire plusieurs allers-retours, à condition évidemment d'avoir les PA, mais c'est une technique qui fonctionne pour vous débarrasser des petits emmerdeurs qui sont parfois très difficiles à aller chercher, et du coup qui sont assez pénibles pour votre bande si vous n'arrivez pas à bien gérer ces petits emmerdeurs là. Pakula peut vous aider. Pakula a les mêmes utilités dans les bandes extérieures aux mercenaires. Vous pouvez appliquer justement cette technique d'aller récupérer une figurine adverse pour la maraver tranquillement dans un coin. Vous pouvez également aller chercher un servant d'artillerie par exemple. Vous ne pouvez pas aller chercher une artillerie puisque vous ne pouvez pas ceinturer une artillerie. Les canons n'ont pas de force et autres. Mais par contre, rien ne vous empêche d'aller chercher un servant. Et ça peut poser problème parce que du coup, plus personne n'est capable d'utiliser l'artillerie. Ce qui va être un petit peu embêtant si vous avez justement besoin de votre servant pour utiliser votre canon ou quoi que ce soit. Donc, Pakula a un aspect à la fois stratégique et il ne faut pas négliger quand même qu'il fait des dégâts qui sont assez intéressants. Le coup de bec qui fait F dégâts, ça fait 5 dégâts. Pakula est un bon combattant, hein. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'a pas d'armure et il n'a pas beaucoup de PV. C'est un petit peu ce qui pêche avec lui, mais en soi, c'est quand même une figurine très intéressante stratégiquement. Autre capacité qu'il possède, c'est le battement d'aile. Et j'ai dit que c'était une capacité qui était très forte, parce que du coup, vous allez être capable de gérer la place. Ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que le battement d'aile, ça repousse tous les briscards, alliés comme ennemis. Donc, vous allez pouvoir gérer les espaces. Vous avez besoin, donc, mettons un exemple. Vous posez Pakula à côté d'un coffre que vous devez ouvrir, mais vous vous retrouvez dans des zones de contrôle. Pas de problème. Vous faites un battement d'aile, tout le monde gicle à 3 brasses. Vous êtes tout seul à côté de votre coffre, vous avez du coup la possibilité d'utiliser cette action que vous ne pouviez pas faire avant. Également, vous posez Pakula à côté de figurines qui se trouvent à côté d'un précipice, ou bien alors même à côté d'un pont ou un truc dans le genre. Vous battez des ailes, il n'y a pas d'effet de collision, mais par contre, si la figurine n'a plus de sol sous ses pieds, elle chute quand même. Et du coup, vous allez pouvoir pousser les figurines que vous ne voulez pas. Évidemment, il faudra vous positionner de façon un peu intelligente pour éviter de balancer vos propres figurines au fond du trou, mais vous allez pouvoir gérer l'espace et la table avec les quelques capacités qu'il a. Pakula est une figurine qui compte beaucoup sur les dégâts, comment on va dire ça, qui ne sont pas occasionnés par des figurines, c'est-à-dire des dégâts de chute, les dégâts de collision, ce genre de trucs-là, c'est des dégâts qui ne sont pas directement liés à une attaque, mais plutôt à une conséquence. Et du coup, Pakula compte énormément là-dessus pour faire des dégâts, mais c'est une figurine qui est capable de faire vraiment le taf, et qui peut s'avérer extrêmement stratégique. Sa capacité de vol et de ceinturage et de largage vous permet vraiment de jouer des coups qu'on ne peut faire avec aucune autre figurine, puisque aucune autre figurine ne possède la capacité vol ou la capacité de larguer justement d'autres figues, et c'est intéressant. Autre chose, faites attention quand il vole, parce que les flèches, ça vous touche quand même, on peut vous tirer dessus. Il est assez sensible justement à tout ce qui est tir, et surtout une fois que votre adversaire connaîtra un petit peu l'animal, il va savoir de quoi il est capable et il va le prendre pour cible. Ça peut aussi être un avantage, puisque du coup, connaissant la menace, votre adversaire va peut-être se focaliser dessus et laisser d'autres figurines à qui il aurait fallu peut-être faire un peu plus attention en paix. Du coup, il y a moyen. Petite idée aussi, si vous voulez vraiment vous la jouer un peu bizarre et que vous voulez vraiment surprendre votre adversaire, il est tout à fait possible de prendre un allié dans le bec de Pakula et de balancer cet allié justement
entre guillemets. Donc si vous avez des pingouins par exemple, vous pouvez prendre votre pingouin, vous l'emmener au-dessus des figurines adverses, vous le larguez, ça fera des dégâts de collision, vous aurez un pingouin dans la place, s'il n'est pas mort, mais vous aurez quand même moyen de faire ce genre de choses. Et il y a des petites stratégies avec diverses figurines, entre autres chez les mercenaires et dans plein de bandes, où ça peut vraiment être surprenant pour votre adversaire. Si vous faites ce genre de petites choses, je pense notamment à une figurine qui n'aurait pas forcément beaucoup de constitution, qui serait armée de l'objet, c'est poudre et mèche, je crois. Vous embarquez la figurine dans Pakula, vous balancez votre figurine au-dessus des adversaires, votre figurine pose son tonneau, et puis du coup votre adversaire il va devoir foutre le camp, puisque la poudre risque d'exploser et d'occasionner de gros dégâts sur les figurines, ce qui peut éviter d'avoir quelqu'un qui se fait un dernier carré ou un coin de table bien protégé, ça peut vraiment jouer. Il y a plein de choses à faire avec Pakula qui sont hyper intéressantes et super drôles. Je vous invite à réfléchir à tout ça, car je vais pas échafauder tout ce qui est possible de faire. Grosso modo, la stratégie je l'ai abordée là. Mais il y a vraiment plein de choses à faire avec Pakula. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des idées saugrenues, à les partager sous la vidéo dans les commentaires, ou alors sur le Facebook et autres, parce que je suis sûr qu'on peut vraiment trouver plein de choses à faire vraiment géniales avec Pakula, et ça vaut la peine de les partager. Kotalos, le second colosse sorti après Karkaros. Du coup, on était tous foufous avec Kotalos, puisque c'était un colosse mercenaire, donc on pouvait l'engager dans toutes les factions. Il coûte quand même 185 points, constitué de dextérité 5, force 7, mental 1, agressivité 2, mouvement 4, 9 PA, 38 PV. Jusque-là, c'était un petit peu le colosse. Karkaros, c'est une vraie brute de combat, il coûte 210 points en mode colosse, c'est vraiment balèze. Là, on avait quand même Kotalos avec une grosse constitution, une excellente force, un tout petit mental, mais on s'en fout. Une agressivité qui n'est pas forcément énorme, mais qui est toujours bienvenue. Un mouvement, on pouvait pas dire qu'il était classique ou pas, on n'avait pas vraiment d'autres comparatifs. Et une bonne dextérité pour un colosse, c'est important. C'est pas tous les colosses qui ont de la dextérité à ce point-là. Son arme, c'est la rapière, ça coûte 1 PA, ça fait 5 dégâts. La défense s'effectue à 2 dés de base contre cette attaque. Et ça commence déjà à devenir un petit peu chiant. C'est-à-dire que cette attaque-là, malheureusement, vous n'allez pas la passer très souvent. Puisque vous allez préférer d'autres choses avec lui, plutôt des coups de boule, des coups de pied, ce genre de choses, des coups de poing. Puisque la défense de base s'effectue à 2 dés, c'est pas top. L'avantage, c'est que ça coûte 1 PA. Vous n'avez pas de limite d'attaque avec cette arme. Donc vous pouvez, c'est vrai, essayer de faire un maximum d'attaque. Ça finira quand même par passer une fois ou deux. Ça ne fait que 5 dégâts, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dangereux. La botte Nevers. Alors le Nevers, c'est, merci à ceux qui me l'ont dit, c'est donc en hommage au film Le Bossu. C'est une botte qui fait 2d10 dégâts. Si la cible a une armure, son seuil augmente de 3. Sinon, elle subit 2 dégâts supplémentaires. C'est une botte qui est extrêmement puissante, c'est une botte qui fait extrêmement mal, elle coûte 3 PA à jouer, c'est une botte classique, vous pouvez y aller, sa bonne dextérité lui permet de ne pas commencer au fond des pâquerettes, du coup il commence quand même à 12 pour cette botte, et 2d10 plus potentiellement 2 dégâts, c'est clairement hyper puissant, il fait très mal avec sa botte, le problème c'est qu'une botte n'est utilisable qu'une seule fois par tour. Ébriété permanente, quelle que soit l'action entreprise, les échecs critiques et les réussites critiques sont inversés, sauf le jet de morale. Et c'est là où en fait j'ai un petit peu malmené ce colosse, c'est-à-dire que si vous faites un 10, du coup c'est un échec critique, si vous faites un 1, c'est une réussite critique. En soi, statistiquement, ça ne change pas grand-chose. Ce qui va changer, c'est que même si vous faites 4 réussites critiques, du coup ça va vous faire juste un petit plus 4. Si en face il fait 4 réussites critiques, ça va lui faire un plus 40. Donc au niveau des chiffres sur les dés, ça va être un petit peu embêtant puisqu'il va avoir des seuils de critiques nettement moins élevés qu'une figurine classique.
Cuir épais, il réduit de 1 les dégâts de saignement, ça c'est toujours très agréable et vraiment pratique. Spécial, lui et ses alliés au contact peuvent utiliser du rhum une fois par tour, ça aussi c'est extrêmement pratique, puisque le rhum permet de relancer un jet de morale, et du coup c'est grosso modo une bouteille de rhum sur pattes. Alors, Kotalos, qu'est-ce qu'il vaut, à quoi il sert? Kotalos sert principalement à tabasser du petit briscard, et il le fait extrêmement bien, à condition de ceinturer le briscard adverse et ensuite de le maraver à coups de rapière. À partir du moment où le briscard est ceinturé, vous n'allez plus pouvoir défendre. Donc vous en foutez de faire des réussites critiques, de faire des échecs critiques, ça n'a aucun intérêt. Vous vous en foutez que sa défense est 2 dés de base, ça n'a aucun intérêt aussi. Concrètement, si on traduit un petit peu au niveau dégâts, s'il ceinture un briscard déjà à son contact, ou qu'il utilise juste son mouvement, il peut porter 9 attaques, ce qui fait 45 points de dégâts. Ça tue n'importe qui. Est-ce qu'il y a un briscard qui a plus de... Non, je crois qu'il y a personne qui a plus de 45 PV. Donc du coup, vous pouvez vraiment y aller, et ça va tuer n'importe quel briscard, à peu près, encore avec l'armure, ou les réductions de dégâts, etc. Mais grosso modo, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Le problème, c'est que Kotalos, il va se retrouver parfois face à des colosses. Et face à un colosse, il va clairement perdre, parce que malgré ses bonnes caractéristiques, son ébriété permanente va faire en sorte qu'il va avoir beaucoup de mal à passer une attaque, ou alors à faire des esquives ou des défenses. S'il vous faut, mettons votre adversaire, je sais pas, imaginons qu'il démarre à 14 avec force x2, il jette un dé, il fait une critique, ça fait déjà 24. Il rejette un dé, il fait 4, ça fait 28 à faire. Votre Kotalos, il démarre à 8. S'il fait 10, c'est un échec critique, donc il va faire 9, ça fait 17. Mais il faut qu'il ait des critiques pour pouvoir accumuler. Donc il y a de fortes chances qu'il ait énormément de mal à se défendre contre les autres colosses. Kotalos n'est vraiment là que pour mettre des tartes au briscard sur socle de 40 mm. Contre un colosse, il fait pas du tout le poids. Surtout que maintenant, on a quand même des colosses qui sont vraiment costauds. Il y a le dragon crête qui est très agressif, Catodos qui est vraiment très endurant et qui envoie quand même du pâté. Qu'est-ce qu'il y a encore comme colosse? Les Rutors que l'on a au mois d'avril envoie du pâté presque mieux que Kotalos, entre guillemets. Parce qu'ils n'ont pas justement ce petit problème de réussite critique et d'échec critique. A noter aussi que si par exemple vous faites un assaut, 1 et 2 sont des réussites critiques et 10 restent un échec critique. Hein. On inverse vraiment le ratio échec critique, réussite critique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, vous pouvez très bien sur des colosses taper, ou même si vous n'arrivez pas à ceinturer une figurine parce que vous avez raté votre jet, vous pouvez très bien taper avec des coups de poing, des coups de pied et des coups de tête. Alors le coup de poing sera évidemment plus intéressant, mais vous pouvez très bien, et il n'aura pas du coup 2 dés de base contre cette attaque. Kotalos c'est un très bon colosse si vous savez que vous n'allez pas affronter de colosse en face, ou si vous avez de quoi gérer ce colosse. Et du coup qu'il peut se concentrer sur les petites figurines et sur l'élimination, disons, des menaces de plus petite taille. Si vous avez un scénario du style combat des chefs ou autre, et que vous tombez face à un colosse, là je pense que vous allez serrer les fesses et que vous allez vous dire putain, faut que je me barre parce que sinon ça va pas le faire. Vous pouvez également lui mettre quelques équipements, alors vous pouvez lui changer ses armes, pourquoi pas. Du coup vous perdez la rapière qui est quand même un gros avantage, mais si vous avez envie de quelque chose d'autre, vous avez moyen de lui mettre une arme à 2 mains qu'il portera à une main normalement, donc rien ne vous empêche d'avoir ce genre de réflexe. La rapière est quand même très agréable quand vous ceinturez une figurine, vous pouvez lui mettre une quantité astronomique d'attaque. Vous pouvez lui mettre d'autres équipements comme une potion, c'est toujours envisageable. Vous pouvez même lui mettre une potion d'éther, pourquoi pas, justement pour éviter de vous retrouver face au colosse adverse qui se trouvera face à vous. Ça peut être une solution pour fuir justement ce combat qu'il aura du mal à gagner. Veuillez m'excuser. Il aura la possibilité justement d'avoir une petite potion d'éther pour foutre le camp.
Pour le reste, c'est, disons, un colosse relativement classique. L'idée est excellente, la figurine est vraiment cool. On dit qu'il a commencé à se saouler justement pour oublier son amour perdu. Alors du coup, j'attends quand même de voir la tronche de l'amour perdu, parce que je pense que ça va valoir la peine. Mais voilà, Kotalos, c'est vraiment vous occuper des petits briscards pour laisser le colosse au reste de l'armée. Il encaisse suffisamment bien avec son 8 de constitution. Il a peut-être pas d'armure, mais il encaisse assez bien pour tenir un bon moment face au briscard sur socle de 40 mm. Donc vous avez vraiment moyen de faire du dégât. S'il est pris contre un colosse adverse, là par contre c'est très très mauvais et il risque vraiment de prendre des coups dans la tronche. En plus de toutes ces qualités de colosse, enfin de toutes ces qualités et tous ces défauts de colosse, hein, vraiment le piétinement, le fait qu'il fait pas de shiver s'il se prend des tirs d'artillerie, etc. Tout ça, j'en parle pas vraiment là parce que c'est des qualités intrinsèques au fait d'être colosse. Et du coup, je pense qu'on le verra plutôt. Enfin, on va peut-être un peu plus le détailler quand on aura le droit aux tactiques à 3 avec les combos et les compos, parce que là, on va vraiment pouvoir avoir les synergies qu'il peut avoir avec d'autres figurines de l'armée de mercenaires ou d'autres armées. Et je pense qu'on va plutôt détailler à ce moment-là. Socrate, pour 100 pièces d'or, vous avez une brute monumentale. Constit 7, dextérité 2, force 6, mental 2, 4 de mouvement, 8 PA, PV 36, griffe, force dégâts, bot, force imparable, 4 PA, ne peut ni être contré, ni esquivé, ni défendu, mais ne peut pas non plus être boosté. Rage berserk, qui gagne 1 dégât par tranche de 6 PV perdu. Analgie, n'effectue pas de jet de morale suite aux blessures. Ce truc-là est un monstre. Ça m'a fait faire des cauchemars pendant de nombreuses nuits. Tellement la violence de cette figurine est monstrueuse. Il a des défauts. Il encaisse pas forcément très bien. Il a pas d'armure. Il a une constite de 7, mais ça n'enlève pas le fait qu'il va se prendre des dégâts. Le fait qu'il soit très agressif fait qu'on a tendance à ne pas garder des points pour défendre. Et ça, c'est justement un problème. Il a également 8 PA, donc du coup, on a quand même envie de passer quelques attaques. Mais du coup, 8 PA, ça fait pas non plus beaucoup. Si en plus il faut garder des points pour défendre, on n'est pas sorti du sable. Sa dextérité 2 fait que les contres et les esquives ne sont pas forcément hyper excitants à jouer. Mais par contre, ce truc fait des dégâts de malade. Ça fait 6 dégâts de base. Et par ligne que vous cochez, vous avez un dégât en plus. À la fin, le machin, il fait 11 dégâts. Voilà, c'est assez incroyable que vous imaginez. Il met un coup de patte, il fait 11 dégâts, le mec vole. Donc, toute la difficulté avec Socrate, en fait, c'est d'essayer d'avoir un maximum de dégâts sans pour autant qu'il meure. Il faudrait qu'il puisse, justement, faire un maximum de dégâts, mais plus il fait de dégâts, moins il a de PV, en somme. Du coup, c'est un petit peu embêtant. Après, rien ne vous empêche de l'équiper, justement, de viatique ou de diverses potions pour le rendre plus résistant. Une potion de force, justement, c'est assez agréable, puisque comme les dégâts sont basés sur la force, si vous augmentez celle-ci, eh ben, vous faites plus de dégâts. Pardon, une chose intéressante que je viens de penser... Je crois que c'est avec les Orénoques. Je me demande si c'est pas Jarod qui a un sort qui s'appelle Résurrection qui permet d'avoir un briscard mort encore dans la partie. Du coup, si ce machin est mort mais encore dans la partie pour un tour, il va faire 12 dégâts. À voir avec les compos combo, je vais potasser l'idée pour un Socrate chez les Orénoques. Donc vous l'aurez compris, Socrate il est là pour faire des dégâts. Il n'est là pour rien faire d'autre. Il fera que du dégât. Pourtant, sa bonne constite et sa bonne force vous permettent de balancer pas mal d'objets. Sa dextérité très faible et son mental très faible vous empêchent virtuellement de réussir des jets de dés basés sur eux. Mais vous avez la possibilité, il est là pour défoncer et il fait ça très bien. Sa botte est d'une violence absolue, puisque vous ne pouvez pas défendre contre elle. Vous pouvez pas la booster, mais vous en foutez s'il peut pas... S'il peut pas défendre, alors oui, vous avez moins de chances de faire une critique, vous avez également moins de possibilités si vous faites un 1, mais du coup,
Vous arrivez sur une figurine, vous dites, ouh, lui il reste pas mal de PA, il a pas mal de défense, allez, je passe ma botte. Voilà, vous lui mettez 6 patates dans la tronche, enfin 6 dégâts dans la tronche, plus en fonction du nombre de points de vie qui reste sur votre Socrate. Je veux dire, ça fait très 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 mal. C'est une botte qui est très intéressante sur les gros blindés qui ont beaucoup de concite, même sur des colosses du coup maintenant, puisqu'ils ne pourront rien faire contre, ils vont se prendre ces dégâts-là. Alors c'est une fois par tour, c'est pas non plus énormissime, mais ça fait quand même des dégâts, et ils ne peuvent rien faire. Voilà, prends-toi ça dans la tronche et fous-moi la paix. Voilà, donc Socrate, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Il est là pour faire des dégâts, vous pouvez le booster avec des sorts ou des équipements. Lui rajouter une arme serait à mon avis assez idiot puisque ses griffes sont là pour faire les dégâts. Attention quand même, toute la difficulté, je l'ai dit, réside à lui faire avoir assez de dégâts mais à rester quand même en vie. Il est assez sensible au poison également puisque sa force décroît en fonction des poisons. Donc du coup, s'il est empoisonné, il fera moins de dégâts. Une idée aussi, c'est de pouvoir lui mettre une potion d'éther. Ça paraît tout con, mais s'il est vraiment très mal engagé, qu'il lui reste pas suffisamment de PV pour encaisser un round supplémentaire et qu'il ne peut pas faire assez de dégâts parce que vous avez utilisé des PA pour bouger ou pour vous positionner, ou vous avez même raté une attaque. Ou que vous avez une défense ou n'importe quoi, la potion d'éther, ça peut être intéressant, puisque ça va vous permettre de foutre le camp, de vous replier, choisir un meilleur angle d'attaque, et du coup de pouvoir porter justement un maximum d'attaque avant de décéder. Ça, je pense que c'est un achat assez intéressant. Avantage aussi de Socrate, c'est qu'il fait 100 pièces d'or tout rond, donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour calculer. Ça, c'est un truc très très agréable. Kubilai, le Thuléen renégat, le sale membre du clan du chien. Pour 58 pièces d'or, constitue 3, dextérité 4, force 4, mental 3, mouvement 4, 8 PA, 24 PV, les haches d'abordage, 4 dégâts, en cas de réussite critique c'est plus 1 dégât, la botte donne 2 coups de hache simultanément qui doivent être défendus séparément. Peut être effectué tant qu'il a ces 2 haches. Lancer de hache, 3 PA, 1 des 10 plus 1 dégât, portée 6 brasses, une fois par hache. Le spécial, il dépense 1 PA de moins pour contrer, et ça c'est très très bien. Le membre du clan du chien, il ne peut pas rejoindre de faction thuléenne. Alors, que dire de lui? Je me suis longuement interrogé... Enfin non, c'est pas tout à fait vrai. Je vais être honnête, je l'ai longuement laissé de côté parce que je voyais pas particulièrement l'utilité. Et puis, après l'avoir vu une fois sur une table de jeu, je me suis rendu compte qu'en fait, il était assez bon pour un peu moins de 60 pièces d'or par rapport à ce qu'on pouvait trouver au même prix. Et après l'avoir testé une fois ou deux, j'ai trouvé qu'il était vraiment excellent pour 60 pièces d'or justement. C'est un personnage qui a une force normale, enfin pour 60 pièces d'or, il a un profil relativement classique, peut-être un peu bas, un mouvement classique, les PA 8, PV 24. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ces haches justement, qui font quand même pas mal de dégâts. Si vous avez une réussite critique, bah vous faites plus 1 dégât en plus du reste, donc pourquoi pas. Sa botte, que je trouve excellente, ça paraît con comme ça de donner 2 coups de hache simultanément, mais ça veut dire que si vous faites un très bon jet de dés, eh bien vos 2 coups de hache bénéficient de ce jet de dés, entre guillemets. Enfin non pas entre guillemets, c'est le cas. Si vous faites une critique par exemple, ben, c'est tout bénef. Vous ne payez que 3 PA pour donner 2 coups de hache. Donc du coup vous économisez 1 PA, et puis mine de rien, petit à petit les dégâts ça va commencer à faire le taf, et ça peut vraiment faire pas mal de dégâts. Kubilai il est là vraiment pour donner des coups, et essayer justement d'éliminer les adversaires qui sont à peu près à son niveau en termes de pièces d'or, donc pas forcément les gros briscards, vous n'allez pas l'envoyer contre un Gustave ou un Panda tout seul. Par contre, vous pouvez très bien gérer les autres briscards à côté qui coûtent un peu moins cher, et il le fait vraiment très bien. Le lancer de hache est assez sympa, malgré le fait que ça du coup nique sa botte, parce qu'il ne pourra plus l'utiliser. Mais le 1 des 10 plus 1 dégât à porter 6 brasses, ça peut toujours être utile, vous avez quand même toujours la possibilité de lui balancer
Si un briscard full camp, que vous n'arrivez pas à l'atteindre, bah, hop, vous lancez la hache. Bien réfléchir évidemment quand est-ce que vous la lancez. Il fait des contres avec 1 PA de moins, ça aussi c'est absolument génial parce que du coup vous allez payer que 2 PA pour vos contres à la place de 3. Et il contre très bien, il contre vraiment très très bien, donc si vous gardez quelques PA en réserve, le contre est une défense tout à fait envisageable. Après, le membre du clan du chien, il ne peut pas rejoindre de Tulien, ça fait partie du BG du personnage, c'est intéressant. Ça n'affecte pas grand chose, je pense que les Tuliens se débrouillent bien sans. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Et donc Tulay est vraiment un personnage qui est très sympa, il n'est pas très cher, il est très agréable à jouer, il a une très forte puissance offensive, vous l'équipez avec un petit viatique ou des cataplasmes. Ça peut justement permettre... Alors peut-être pas les cataplasmes, mais le viatique, pourquoi pas. Parce que comme ça, quand il n'est pas dans la zone de contrôle d'un adversaire, il peut se soigner un petit peu, repartir au combat. Voilà. Il vous faudra choisir entre lancer vos haches ou les garder pour faire les bottes. À choix. C'est vous qui voyez. Vous avez quand même 2 lancers de haches, donc c'est pas mal. Les dégâts sont quand même assez conséquents à condition que vous fassiez pas... vous fassiez pas de la merde sur votre jet. Évidemment, si vous faites 1 sur un jet de lancer, c'est un petit peu dommage, mais voilà. C'est ce qui arrive. Et donc pour le lancer, c'est C plus F, il démarre à 7. Je pense que y a pire. Je pense très sincèrement qu'il y a pire comme début. Évidemment, c'est un personnage à 60 pièces d'or, donc il ne faut pas vous attendre à démarrer à 650 avec des caractéristiques, mais pour son prix, il fait un travail qui est tout à fait correct, il est tout à fait acceptable. Je parlerai du journalier 1 dans la prochaine vidéo, mais en soi, j'hésite souvent entre prendre un Kubilai qui est 8 pièces d'or de plus, ou un journalier 1 ils font pas le même travail, mais niveau agressivité et niveau petit perso en plus, il est tout à fait utilisable. Ils sont tout à fait tous les deux très très bons. Dans les autres bandes que des mercenaires, Kubilai va apporter justement son agressivité, ses menaces en fait, puisque d'une certaine façon, autant au corps à corps il peut être menaçant, autant à distance avec son lancer de hache il l'est également. Une fois qu'il a plus de hache, il se retrouve dans la merde, mais à part ça, avant ça, vous avez quand même la possibilité de faire pas mal de dégâts avant qu'il perde de son utilité. Je pense qu'on le développera également peut-être un peu plus dans la partie 3 avec les combos et les compos, puisque en tant que tel, il donne de l'agressivité, mais il y a des choses à faire avec des petits boosts en magie, ainsi que certaines synergies qui, à mon avis, sont très intéressantes. Les puces, la sortie du mois d'avril. 74 pièces d'or, constitue 3 dextérité 6, force 2, mental 4, 5 de mouvement, 8 PA, 22 PV, arme, fusil de précision, cadence 1, 7 dégâts, portée 7, 12. Les puces réduites de 2, le bonus de couvert ou de corps à corps de sa cible. Les 2 ne sont pas des échecs avec cette arme. Vivace, les puces ne stoppent pas son activation après une course, une fois par activation. Apatride, les puces n'est pas affilié, il peut rejoindre n'importe quelle bande et sera considéré comme faisant partie de la faction principale de celle-ci. Alors, je vais reprendre un peu les généralités que j'ai dit. Si vous avez vu la vidéo sur les sorties du mois d'avril, rien ne devrait vous étonner. Les puces est un très bon tireur, c'est une figurine qui va pouvoir se positionner grâce à Vivace et à son mouvement là où il faut pour justement allumer les cibles qui sont... Enfin, allumer tout le monde en fait. Le fusil de précision a un seul défaut, c'est-à-dire qu'il faut recharger après chaque tir, mais il fait assez de dégâts pour compenser ça. Il réduit de 2 le bonus de couvert ou de corps à corps de la cible, et ça c'est vraiment bien, puisque le plus 3 de défense c'est quand même pas négligeable. Les 2 ne sont pas des échecs avec cette arme, ça c'est bien aussi, donc c'est une excellente arme de tir. Faire attention à ses PV parce que le bestiau il est quand même fragile. Il n'a que 22 PV, il a une constitution de 3. Ça va être un peu difficile s'il faut qu'il se mette à slalomer entre les corps à corps ou si en face il y a beaucoup de tireurs. La première cible, je pense, de les puces, c'est de viser les tireurs pour justement éviter qu'ils se prennent des dégâts. Ou alors vous savez gérer les tireurs avec les autres membres de votre bande et il va du coup pas forcément être la cible des tirs, mais faire très attention aux dégâts qu'il va se prendre puisqu'il va fondre comme neige au soleil. S'il est embrigadé dans un corps à corps, il n'a pas de bonus en désengagement.
Il a une feinte qui est pas dégueulasse, mais ça coûte quand même 3 PA pour la faire. Faire très attention. Ce lapin mérite vraiment... ne mérite pas de finir au corps à corps, sinon vous allez avoir un civet. La capacité apatride est intéressante puisque du coup, s'il n'est pas dans une bande mercenaire mais qu'il est dans une autre bande, son logo change. Il est considéré comme faisant partie intégrante de la bande principale de votre faction. Et du coup, il va bénéficier des bonus et des malus, disons, du fait d'appartenir à une faction. Les bonus de soutien, les bonus, le jet de morale si jamais il y a un allié qui part, etc. etc. Donc c'est vraiment un personnage qui est très intéressant. Il apporte pas mal de choses aux bandes qui manqueraient de tireurs. Si vous avez beaucoup de tireurs dans une bande, c'est peut-être pas forcément la peine de penser à lui parce que je pense que vous avez aussi des très bons tireurs dans votre bande. Mais en tout cas, ce sera jamais du gâchis de l'avoir pour justement sniper les figurines qui sont cachées, les figurines qui vont se planquer derrière des murs, ou alors carrément tirer dans un corps à corps et assurer un maximum de toucher votre cible. Je pense qu'il va apporter également une grande dextérité à certaines armées qui n'ont pas la possibilité de jouer sur la dextérité. Un petit peu comme Mae, mais un peu plus cher. Vous allez avoir justement ce bonus de dextérité très agréable pour divers scénarios. Si jamais il est pris au corps à corps, vous pouvez toujours donner des coups de pied, il fera 4 points de dégâts, mais en attendant, sa dextérité lui permet justement de filer des coups de pied. Donc il n'y a pas vraiment besoin de lui rajouter une arme de corps à corps, c'est pas nécessaire. Il n'est d'ailleurs pas là pour ça. Si vous lui rajoutez une arme de corps à corps, je pense que c'est parce que vous avez prévu de l'envoyer au corps à corps et que du coup vous n'avez peut-être pas saisi comment se joue le lapin. Au niveau des autres équipements, je dirais pas grand chose à redire. Là j'ai pas d'idée particulière en tête. Vous pouvez lui mettre une potion de dextérité si vous voulez vraiment toucher mieux, mais je vois pas l'intérêt. Il a déjà 6 de dextérité, ça devrait aller. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Si vous avez écouté la revue sur les sorties du mois d'avril, j'ai redit à peu près la même chose. Chose intéressante, c'est que si vous le faites aller à vitesse maxi, il peut faire 2 allers-retours au niveau de la table de jeu. Donc ça peut être vraiment intéressant de le positionner en hauteur. Prenez le temps de le mettre dans une situation qui lui est favorable. Si vous avez une table avec un peu de verticalité, essayez de le mettre sur un mur, sur un promontoire rocheux, au sommet d'une échelle, au-dessus d'une plateforme, etc. Essayez vraiment de faire en sorte qu'il ait un maximum de bonus pour le tir et il va faire des ravages. L'idée aussi, c'est de lui adjoindre un personnage qui va pouvoir l'aider à recharger. Je pense notamment à Dixon, qui va lui permettre d'économiser 1 PA sur sa recharge. Et du coup, il va pouvoir tirer pour 2, recharger pour 2, tirer pour 2, recharger pour 2, refaire ça au tour d'après. C'est pas beaucoup, 14 points de dégâts sur les... en tout, parce que certaines figurines au corps à corps font beaucoup plus. Seulement à distance, et avec la possibilité de faire une critique qui fait directement x2 les dégâts, c'est tout bénef puisque vous faites une seule critique sur un jet, ça fait 14 points de dégâts. Là, ça commence déjà à devenir très très intéressant. Je pense qu'il y a plein de petites synergies justement avec Dixon et les puces ensemble. Bien entendu, Dixon, on en a déjà parlé, a plein d'utilités. Si vous voulez faire une liste full... full arme à poudre, vous pouvez très bien le faire, ça va devenir vraiment terrible. Et les puces fera partie justement des excellents tireurs qui bénéficieront de ce que Dixon peut proposer. Il a également une portée qui est relativement intéressante puisque sa portée courte est à 7 brasses. C'est-à-dire que dès que vous êtes en dessous de cette brasse, vous faites plus 7 dégâts mais 8. Et du coup, ça augmente pas mal vos dégâts, surtout si vous faites des critiques. Donc vraiment... Prenez le temps d'analyser la table quand vous l'avez dans votre bande et essayez de trouver le meilleur endroit où vous pourriez le poser, quitte au premier tour à ne pas forcément tirer, mais vraiment positionner votre lapin sur le bon endroit pour qu'après il puisse dézinguer tout ce qui bouge. Ratus, le dernier de nos non-canins et non-mercenaires de l'hiver.
44 pièces d'or, consigne 3, dextérité 5, force 3, mental 4, 5 de mouvement, 8 PA, 24 PV, la dague, 3 dégâts, peut être empoisonné pour 5 pièces d'or, et le sabotage 2 PA. M plus un des 10 qui doit être supérieur à 10, les pièces d'artillerie adverses à moins de 5 brasses du rat font des échecs critiques sur 1, 2, 3 jusqu'à sa prochaine activation. Ratus. Je l'ai longtemps laissé de côté personnellement parce que je ne voyais pas particulièrement l'utilité. Seulement le petit bestiau, il a gagné vraiment beaucoup depuis la sortie du livre saison 2. Pourquoi? Déjà parce qu'il peut, empoisonner sa dague pour 5 pièces d'or à la place de 15. On sait que le poison c'est très violent. Le truc c'est que malgré ce fait-là, je dirais attention, puisqu'il faut qu'il aille au corps à corps, il faut qu'il fasse des dégâts. 3 dégâts, les suivants comment? Les armures, ça peut les absorber. Il a une force de 3, ce n'est pas non plus une foudre de guerre. Donc attention à bien réfléchir. Si vous avez 5 PO, vous ne savez pas quoi en faire, pourquoi pas. Mais je pense que ça ne doit pas être un réflexe automatique. Mais là où il a surtout pris de l'intérêt, c'est parce que l'artillerie a pris du poil de la bête, puisque d'un côté, vous avez les colosses, et l'artillerie, c'est un petit peu un des points faibles, en tout cas, des colosses. Le sabotage, pour 2 PA, vous avez la possibilité de faire des échecs critiques sur 1, 2, 3 aux machines de guerre. L'artillerie. Et c'est très très fort, vous devez faire 6 sur le dé, rien ne vous empêche de le booster ou de relancer si jamais vous avez un pépin. Mais du coup, si en face vous avez, je prends un exemple simple, je ne sais pas, des bannis par exemple, dont la composition de bande se compose en partie d'une rotuma et de 2 bébés rotuma au moins, du coup Ratus il va être vraiment très agréable puisque il va vous permettre, je vais pas dire de sauver vos colosses ou votre colosse, parce que c'est pas le cas, mais en tout cas il va faire un petit peu réfléchir les adversaires, puisque les échecs critiques sur des pièces d'artillerie c'est quand même important. Sur de l'artillerie vivante vous centrez le gabarit dessus. Non, c'est pas vrai, ça dépend. Rotuma par exemple, vous perdez je sais plus combien de cases d'armure, etc. Mais ça va quand même jouer en faveur du fait que votre colosse, vous allez pouvoir essayer de le sauver un peu plus facilement qu'autrement. Alors j'ai pris une liste bannie volontairement très forte avec plein d'artillerie. Souvent dans les autres bandes vous n'aurez pas forcément 65 canons, mais je pense que à mon avis l'artillerie va se développer gentiment, il y aura peut-être de nouvelles figurines de canon, d'autres servants, il y aura peut-être des choses qui vont se passer à ce niveau là, et je pense que Ratus va justement garder cet avantage de saboteur, et il va être intéressant si vous voulez essayer de sécuriser un petit peu votre colosse. En plus de ça, même sans sa compétence, il a une bonne dextérité, il a la capacité d'empoisonner sa dague, ce qui en fait une menace, même si c'est pas une menace très importante, c'est quand même une menace, et du coup il peut être un bon, je dirais un bon palliatif à une Mae, parce que vous avez besoin de dextérité, ou alors un Lépus justement parce que vous avez cette dextérité qui vous manque dans votre bande, ou alors le mouvement, il a 5 de mouvement, c'est pas dégueu. Attention cependant, comme beaucoup de figurines, il a assez peu de PV, il a une constite assez basse, et du coup, faire un petit peu attention à comment vous allez le protéger, ne pas forcément le mettre en première ligne, ce qui du coup n'est pas forcément évident avec le sabotage, puisqu'on aurait tendance à avoir envie de le mettre le plus proche possible des pièces d'artillerie. Autre chose importante, vous n'avez pas besoin de ligne de vue pour utiliser le sabotage. Donc si vous avez une table qui le permet, vous pouvez tout à fait vous planquer derrière un mur, et à 5 brasses de lui, l'artillerie fera des échecs critiques un peu plus facilement. L'idée de lui mettre une arme de tir n'est pas complètement idiote avec sa dextérité, cependant je trouve que ça ne vaut pas forcément la peine d'augmenter énormément son coût. Surtout que n'ayant pas d'arme de tir à la base, il va recharger pour 5 PA. Et du coup, ça va être un petit peu embêtant. C'est le même problème que Mae avait. C'est que n'ayant pas une arme de tir au début, le rechargement va coûter extrêmement cher. On pourrait lui mettre quelques armes de lancer, pourquoi pas, mais je pense que il peut très bien faire l'affaire comme ça.
et peut-être même simplement suivre en fait le colosse pour après foncer vers les machines de guerre pour essayer de les saboter un maximum. Ça pourrait toujours être intéressant. C'est une figurine qui est assez intéressante à ce niveau-là. Elle a justement pris un up avec, je l'ai dit au début, le livre saison 2. Donc ne pas sous-estimer Ratus. Je l'ai encore pas vu beaucoup sur les tables de jeu. Je pense que suivant le développement que va prendre Briscard, on le verra ou pas. C'est un petit peu à voir. Pour sa gamme de prix, à moins de savoir que vous avez des machines de l'artillerie en face, c'est vrai que j'aurais quand même tendance à préférer une Mahé, un journalier 1, ou alors Kubilai, par exemple. C'est pas vraiment lui que je pense en premier, mais il y a moyen, à mon avis, de faire des choses intéressantes avec lui. Au niveau des autres équipements, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas grand-chose qui vaille vraiment la peine. Attendez. Non, je pense qu'on peut... Ses capacités intrinsèques font de lui une figurine intéressante, avec des capacités contre l'artillerie et le poison. Donc il n'y a pas forcément besoin de lui rajouter quoi que ce soit. À voir ce que vous préférez jouer, justement. Soit quelqu'un qui peut se permettre de saboter l'artillerie adverse, ou alors une Mahé ou un journalier 1 qui vont, pour Mahé en tout cas, vous apporter plus de dextérité, mais également les petits défauts que Mahé possède, et les qualités qu'elle a. Ou un journalier 1 qui apporte autre chose également à votre style de jeu. Ça dépendra vraiment de ce qui vous intéresse et de ce quoi vous avez besoin. Merci d'avoir suivi ce Tactica, première partie sur les mercenaires. J'espère qu'il vous a apporté des idées, des nouvelles perspectives sur certaines des figurines qu'on a traitées. On se donne rendez-vous pour le Tactica deuxième partie avec les figurines de type canine ainsi que les mercenaires de type Noël, si je puis dire. Si vous avez des idées, si vous avez des commentaires, si vous avez des critiques à faire sur la forme comme sur le fond, je suis tout à fait enthousiaste à les recevoir. Vous pouvez les laisser en commentaire sous la vidéo, ou alors sur le Facebook ou le Twitter de Carnet de Guerre, ou le groupe Briscard. Enfin bref, vous pouvez me les laisser là où je peux les voir. C'est plus facile si je veux y répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et d'ici à la prochaine, eh bien, que les dés soient avec vous.